Chapitre 2, le karma du présent. L'auteur commence par le concept de karma est associé à la réincarnation depuis la nuit des temps. Toutes les définitions qu'on a données de lui trouvent leur synthèse dans le principe qui veut que la vie actuelle soit la moisson des vies précédentes. Donc en de nombreux points, c'est la vérité. Pourtant, cette vision des choses tend à occulter le fait qu'aujourd'hui est l'hier de demain. Nous vivons donc dans un monde en perpétuel changement où en fait le karma de notre vie actuelle est tellement important qu'il est plus facile pour nous de considérer le passé que le présent. Il est plus facile pour chacun de regarder en arrière et voir ce qui a déjà été traversé, les opinions résultant de différentes lectures, celles provenant de son environnement pour comprendre son mode de vie, que de se rendre compte qu'on crée en permanence de nouveaux modèles. Tout ce qu'on a pensé hier trouvera un écho dans l'esprit d'aujourd'hui. Tout ce que l'on pense et fait aujourd'hui se retrouvera dans l'esprit de demain. En fait, une personne véritablement consciente comprend que les jours n'existent pas. Il n'existe que le moment présent. Mais dans la réalité du temps chronologique, on doit se poser la question: combien de temps dure le présent? Correspond-il à un jour, une heure ou quelques minutes? Ou encore à la moyenne de l'attention de l'esprit conscient qui est approximativement de 4 secondes? La définition du mot « maintenant » diffère grandement d'un individu à l'autre. Considérons celui dont les actes accumulés au cours des jours et des semaines l'amènent sur un chemin différent de celui auquel il aspirait. Un jour, il le réalise et, remarquant le nombre de fois où il s'est éloigné de ce qu'il en est, de ce qu'il est, il en vient à se dire: maintenant, regarde ce que tu as fait. D'une certaine façon, cette pensée est contradictoire. Le mot maintenant signifie actuellement. Et moi je rajoute par voie de conséquence. La phrase ce que je fais se réfère au passé. Pour cet individu, la conception du présent est un mélange de nombreuses semaines dans le passé et du moment de la prise de conscience de ce présent. Puis peut-être que l'espace de quelques secondes de l'apparition des actes dont il rêvait pour le futur, il va tirer une leçon. Ici, nous nous posons la question: à quelle distance, donc, pour cette personne, le futur peut-il correspondre, et le présent surtout? Est-ce que ça peut avoir trait à une période, voire une année ou plusieurs? Considérons le même individu à un autre moment de la journée, qui se dit « j'ai faim ». Il a perçu ce besoin à l'intérieur de lui, quelques secondes seulement auparavant. Il s'est autorisé à l'exprimer spontanément et fera indubitablement ce qu'il faut pour assouvir, dans un laps de temps très court, sa faim. Dans ce cas, le concept du présent couvre seulement quelques minutes. Plus tard, dans la journée, le même individu reçoit le diplôme de fin d'études qu'il attendait, avec impatience depuis son adolescence. Lorsque ses objectifs de vie devinrent clairs pour lui, il avait travaillé assidûment pendant 4 ans. Et aujourd'hui, il se trouve confronté à ce que ce papier signifiera pour lui pour le restant de sa vie. Dans ce cas, le présent s'étend donc sur de nombreuses années. En fait, lorsqu'il revoit les cours qui lui semblaient faciles et ceux qui lui paraissaient difficiles pendant toutes ces années, il mesure les domaines qui lui étaient familiers dans les incarnations passées et ceux qui représentent de nouvelles expériences de sa vie actuelle. Ainsi, nous voyons différents niveaux qui opèrent simultanément, et cela est valable pour toutes les leçons de la vie. Ce que Martin Schulman nous explique, c'est ce que nous vivons toujours par rapport à un recul sur notre passé. Et nous voyons ces différents niveaux qui opèrent simultanément. L'idée du présent est devenue une réalité en perpétuel changement pour différents individus et constamment différente pour le même individu. Nous éprouvons cette chose-là tout le temps. À cause de cela, il est facile de voir comment une personne vit tous les temps à la fois. Et c'est là que naît la confusion. On valorise ce qui dure toujours. On est sans arrêt en train de peser ces différents présents
afin de trouver un équilibre à chaque instant. Certains individus vouent leur vie à quelque chose qui leur survivra, à leur postérité. Ainsi, leur conception du présent est un temps qu'ils ne vivront jamais. À l'autre extrémité, il y a des individus qui ne vivent que pour le moment présent, sans tenir compte des conséquences de leurs actes. On trouve dans un même individu des subtilités de pensée et de comportement qui le font osciller d'une extrême à l'autre en même temps. Ce sont des choses qui donnent aux gens le sentiment d'être hypocrites envers eux-mêmes. Ils se demandent finalement de quoi la vie retourne, ce qu'elle est et s'il existe quoi que ce soit qui en vaille la peine. Lorsqu'on ne vit que dans le présent, nos conceptions de présent plus larges, s'étendant sur des années ou des milliers d'années, donnent non seulement l'impression de nous rattraper, mais ont un pouvoir sur le flux montant et descendant de notre vie. L'auteur explique par ailleurs que parallèlement, lorsque quelqu'un essaye de survivre et de vivre un maintenant très vaste, constitué de nombreuses années dans le passé et dans le futur, il a tendance à grignoter la spontanéité des moments uniques qui existent entre les deux. Ainsi, dans le premier exemple, on a toujours tendance à trop en faire, à exagérer, à amplifier le pouvoir de chaque moment, car on ne peut voir que cela. Et dans le deuxième, on a tendance à rester inactif, à sous-estimer le moment présent en passant à côté de l'aspect éclatant de la vie qui nous est offert. On ne voit pas l'importance du moment éphémère dans l'ordonnance du grand maintenant que l'on perçoit. L'ordonnance du grand maintenant que l'on perçoit, c'est quand même un mot à retenir puisqu'il vient du mot ordre. Toute idée du temps, toute l'idée du temps est basée sur la perception qu'on en a. Celle qu'on se fait par exemple de la patience et de l'impatience dépend de ce que l'on entend par maintenant. On peut alors se poser la question, quel concept du présent est-il le plus important? Cette question est particulièrement importante pour l'individu qui est capable de voir tous ces différents maintenant en même temps. Il est intéressant de noter qu'il semble exister un ordre très clair dans le mode de fonctionnement de ces différents maintenant. Nombreux sont les gourous qui, pendant plusieurs années, par exemple, sont littéralement sortis de leur vie pour régler le karma d'incarnation passée avant de s'établir dans ce qu'il leur semblait être leur mission de vie. À l'opposé, on va trouver un individu qui peut n'être même pas conscient d'avoir déjà vécu dans le passé ou d'avoir eu des incarnations, et de comprendre qu'il peut bien sûr y avoir une influence de celui-ci sur cette vie présente. Alors, dans ces cas extrêmes, prenons par exemple ce dernier cas, observez sa vie, et vous remarquerez qu'à certains moments, durant des jours et même des années, des parties de lui-même à cet individu semblent ne pas être dans le coup. Vous pouvez observer cela autour de vous. Il n'est pas complètement là. Il y a des forces dont il nie l'existence qui le poussent constamment vers des moments, des endroits en rapport avec son passé, mais sans qu'il en ait conscience. Plus cela se produit, plus il perd la sensation d'être présent à un moment donné, donc dans le maintenant. Un individu peut vivre au-delà de ses moyens ou à leur mesure, mais à moins qu'il ne sache ce qu'ils sont, il n'a absolument aucun point de repère à partir duquel il peut savoir quand il fait quoi. Du fait que les moyens ont beaucoup à voir avec les fins, un individu doit connaître celles-ci pour accorder ses moyens à leur diapason. Mais là encore, il y a beaucoup de confusion dans l'esprit des gens. Certaines fins représentent des objectifs d'une vie, et il faut une vie entière pour les atteindre. D'autres fins sont des moments éphémères, et les récompenses, certes, sont moins gratifiantes. Je vous invite à méditer là-dessus. Enfin, certains objectifs découlent de motivations en rapport avec les vies antérieures. Et là, nous parlons de buts, de moyens et de fins, et nous sommes à nouveau confrontés à la perception humaine de temps. Il y a un grand secret concernant le temps. Dont la plus grande partie de la race humaine n'est pas consciente. On considère généralement le temps
dans une dimension linéaire, se déplaçant progressivement vers l'avant comme une ligne droite qui se déplace de gauche à droite et dans la direction qu'on a choisie. Elle progresserait par heure, minute, jour, année, mois, siècle et chronologiquement, en nous donnant l'apparence d'un déplacement dans une seule direction. C'est cette impression qui donne le sentiment d'une proportion. Il est intéressant de remarquer ici que l'individu qui n'a pas de but ou de direction semble avoir tout son temps, alors que celui qui a des objectifs et une direction précise semble n'en jamais avoir assez. Également, je vous invite à méditer là-dessus. Mais quelle différence y a-t-il entre avoir tout le temps et pas le temps du tout? On entend souvent l'expression « le temps, c'est le présent ». Il y a, au-delà des apparences, un sens profond à cette assertion. Prenez par exemple une feuille de papier et pliez-la en deux. Maintenant, sur la partie gauche du papier, en utilisant un stylo dont on puisse facilement gommer l'écriture, un crayon de bois ou un critérium, dessinez une ligne horizontale ondulante dans la partie gauche jusqu'au centre, jusqu'à la pliure. Les ondulations n'ont pas besoin d'être uniformes. En fait, c'est ainsi que vous comprendrez mieux tout le concept du karma si elles ne le sont pas. Une fois que cela sera fait, vous plierez la feuille à nouveau en frottant le papier de telle façon que la ligne que vous avez tracée sur la partie gauche se trouve reportée sur la partie droite. Ouvrez maintenant la page et observez la ligne ondulée qui traverse toute la page. Remarquez que la partie droite est l'exact reflet de la partie gauche. Le pli qui marque le milieu de la page représente le point exact où l'on se tient à un moment précis dans le temps. C'est en fait la réalité de l'expérience présente, et la partie gauche, elle, quant à elle, représente le passé, et la droite, elle représente le futur. Alors vous pouvez vous dire, par exemple, pourquoi il a toujours été si facile pour les 10 heures de bonne aventure ou les médiums de prévoir le futur. Ce qu'ils ont toujours fait en réalité, c'était d'observer ce qui se reflétait du passé de la personne. Le voyant avisé, capable de voir la personne dans toute son actualité et connaissant le pouvoir que ces gens attribuent à leur passé par rapport à leur futur, mesure où la personne se trouve dans le présent et où elle est ensuite capable de donner. Et en regardant la partie droite de la page, le reflet du passé, eh bien, ils ont une idée assez précise de ce que sera le futur de la personne. Les montées et les descentes de la vague sur la partie gauche peuvent se mesurer en centimètres, ce qui équivaudra dans notre temps chronologique à des semaines, des mois, des années. Donc des événements similaires pourront être prédits, parfois même la date, en se reportant donc au même nombre de centimètres. On va pouvoir traduire tout cela en jours, en mois, en années. Il est malheureux quand même, nous dit l'auteur Martin Schulman, de constater que la plupart des gens qui vont consulter les voyants passent leur avenir à répéter le passé. Et plus une personne est attachée à ses souvenirs, qu'ils soient négatifs, positifs, plus son avenir devient prévisible, du fait qu'il ne l'a pas vraiment en main finalement, mais qu'il est le reflet de ses souvenirs sur la moitié opposée de la page. Cette notion d'être le reflet de ses souvenirs est intéressante si on veut avoir une maîtrise de son futur, dans la co-créativité, dans la co-création. C'est intéressant de reposer les choses avec ce concept et cette vision des choses. La longueur de la ligne ondulante sur la partie gauche de la feuille est importante. Elle symbolise le passé. Il en est de même pour son reflet sur la partie droite. Mais il y a un point central au milieu de la ligne, formé par le pli, qui n'implique lui aucune notion de temps. Il ne tend pas vers le futur, il ne tend pas vers le passé. Il est étonnant de constater que lorsque le papier est plié, le passé et le futur sont l'exact reflet l'un de l'autre, alors que le point central ne se recrée pas lui-même, ni dans le passé, ni dans le futur. C'est ce point dans le temps qui représente le point focal de l'expérience du présent.
C'est le centre de conscience à la fois du passé et du futur, là où l'on réalise le fait que seul le présent existe, et si l'on revient à l'analogie de l'individu qui essaye de vivre tous les temps à la fois, par rapport à celui qui n'est que dans l'instant présent, nous devons considérer un autre facteur pour y voir plus clair. Il semblerait que celui qui vit uniquement dans le présent, dans l'ici et maintenant, mais il n'est pas nécessairement... alors, je ne sais pas ce que l'auteur a voulu dire, mais en tous les cas, pardon, c'est pas très clair dans son texte, hein, la traduction n'est pas très correcte à mon sens, donc paraphraser est presque absurde. En tous les cas, pour s'en rendre compte, nous dit-il, prenez le papier et pliez-le à nouveau. Et ce que le pli fait autour des 1 cm à droite, 1 cm à gauche de la pliure originale peut nous permettre d'avoir une bonne notion de maintenant. Ça me fait penser à des choses, cet exercice-là, j'avais eu à le faire dans des séminaires pour, comment dire, pour du travail sur du projet professionnel, pour l'émergence de projets. Et je ne sais plus par qui était promu cet outil et comment il avait été conçu en termes de coaching professionnel. En tous les cas, ça n'avait rien à voir avec l'astrologie, hein, mais c'était euh, le coach en question connaissait bien son sujet puisqu'il il apprenait à tous ses stagiaires que lorsqu'il y avait un récit, une storytelling ou quelque chose qui était une histoire inventée, qui avait un rapport avec son imaginaire, pour faire émerger la créativité d'une idée, il était question de se laisser porter dans l'imaginaire à rédiger quelque chose, et ensuite, en se reliant en se connectant à son soi profond, de plier la feuille en deux, et puis ensuite de découvrir ce qu'il était au milieu. Et donc c'est dans ce centre que des mots-clés pouvaient figurer, et je vous assure pour l'avoir vécu que c'était effarant par la suite, parce qu'en utilisant d'autres outils qui étaient beaucoup plus pragmatiques, on revenait quand même à reprendre le sens qui était donné par analogie et par reflet, mais qui était inscrit dans un monde subtil. Donc, quand on rapprochait les deux, et on s'apercevait qu'effectivement tout était juste et tout était cohérent dans le message qui était donné dans ce texte rédigé par notre imaginaire, notre inconscient. Voilà, c'était une parenthèse qui peut avoir son sens ici, dans ce temps. Alors ici, l'auteur, Martin Schulman, fait une allusion, à mon sens, totalement alchimique, puisqu'il nous dit, à partir du moment où vous pliez la feuille et vous êtes dans ce point, qui n'est ni concerné par l'avant ni concerné par l'après, ce point qui représente le point du présent, si on fait la somme de tous les maintenant, on est dans quelque chose qui va être vraiment passé, présent, futur, et qui va être relié par du 3. C'est le troisième maintenant, voilà. C'est ce que l'auteur nous dit, il ne parle pas de 3, il ne parle pas de cette fonction, on va dire, ternaire du temps, mais il va dire que c'est le troisième maintenant. Alors moi, je vous invite à rapprocher ça d'autres notions qui peuvent être, elles, beaucoup plus alchimiques, et qui vont nous aider à nous mettre debout dans l'univers. Et dans une carte du ciel, eh bien, vous savez ce que c'est l'horizontalité de votre descendant vers votre ascendant pour aller vers le milieu de ciel. Donc c'est ce que beaucoup appellent le triangle de l'individuation. Enfin, en tous les cas, moi je l'appelle comme ça. Et c'est ce que j'étudie d'ailleurs lorsque vous me demandez de travailler vos thèmes, eh bien je commence par là. Alors, je reviens à l'auteur, on dit que tout change, mais ce n'est pas vrai, nous dit-il. La loi de cause à effet, qui est en essence le fondement même du karma, a ses racines profondes dans la signification de cette phrase. Pour certains, la vie est une série de changements qui n'amènent aucune mutation. Pour d'autres, cette conception les pousse à entreprendre une transformation radicale. Il nous dit encore que la structure des événements de la vie
semble ne pas se modifier du tout. Le vrai présent qui est au centre de la feuille de papier montre les fluctuations dans le passé et dans le futur. Il se transforme constamment. Mais malgré cela, il ne se déplace jamais du centre du papier. Et c'est en ce sens à un niveau beaucoup plus subtil qu'il ne change pas. Il ne bouge pas. Si l'on vibre constamment aux échos de son passé en se projetant dans la promesse du futur, on déplace ce point de la feuille de papier de gauche à droite. Et chaque fois qu'on se déplace vers la gauche, on puise dans le passé, et puis, selon la loi d'une réaction égale et opposée, on déplace ce point dans le futur, ce qui va recréer le passé. Cela s'appelle karma. Le passé a été une série d'échecs et de succès, et dès le moment où on y pense, on projette automatiquement ses pensées dans le futur. Voilà ce que nous dit l'auteur, et c'est très très important de considérer cela. Il est extrêmement difficile, ne serait-ce que 5 minutes, de prévenir l'irruption de pensées du passé. Cela procure d'ailleurs un sentiment sécurisant par rapport à nos peurs du futur. J'en profite pour faire une parenthèse. La peur du futur est traitée sur un plan psychologique aussi comme une peur, et elle s'appelle être une anxiété d'anticipation. Bien sûr qu'elle appartient à la nombreuse palette, à la très riche palette de toutes les peurs que nous pouvons avoir. Et donc, quand on parle de temps, bien forcément, ça se rapporte très souvent à cette peur du futur, à cette anxiété. Alors, l'auteur, dans son texte, nous dit aussi que la loi de cause à effet, qui est en essence le fondement même du karma, a ses racines profondes dans la signification de cette phrase, du vrai maintenant. Pour certains, la vie est une série de changements qui n'amènent aucune mutation, et donc pour d'autres, cette conception les pousse à toujours évoluer, toujours vouloir se transformer. Voilà, c'est ce qui est perçu. Il dit aussi que si l'on vibre constamment aux échos de son passé, en se projetant dans la promesse du futur, on déplace ce point de la feuille de papier de gauche à droite. Chaque fois que l'on se déplace vers la gauche, on puise dans le passé, et puis selon la loi d'une réaction égale et opposée, on déplace ce point dans le futur, ce qui va recréer le passé. Et c'est ainsi donc que, comme nous l'avons vu, nous étions sur du karma. Alors on a l'impression parfois que la chose est extrêmement difficile de prévenir ces irruptions de pensée, hein, du monde mental qui viennent se rattacher à notre passé, et puis en même temps on sait que ça nous sécurise. Alors je disais cela par rapport à la peur du futur. On a l'impression qu'on a un certain contrôle sur ce qui va se produire ultérieurement dans notre vie. Mais on ne se rend pas compte que de sauter ainsi du passé au futur, bah, ça mange notre énergie. Et du coup, ça ne nous nourrit pas. Et on vit dans un état d'attente. On ne se rend pas compte que de sauter ainsi du passé au futur nous prend une énergie qu'on pourrait déployer ailleurs. On vit alors dans un état passif, rêveur, ou constamment avec des actions et des réactions qui régissent chaque instant. Alors, ce qui veut dire que quand on est dans cette dynamique-là, si j'ose dire, on ne réalise jamais complètement le potentiel dont Dieu nous a dotés. On vit dans un monde illusoire, en croyant aller quelque part selon notre conception linéaire du temps, qui, elle, est fonction de nos systèmes et de nos valeurs, et cette conception linéaire du temps, elle va nous permettre de mesurer nos progrès. Mais pour beaucoup, c'est une expérience effrayante que de vivre dans l'ici et maintenant. Ben oui, parce que cela signifie enfin, ces personnes-là peuvent le sentir comme ça, même si elles n'en ont pas conscience, qu'elles n'ont plus de la maîtrise de leur passé, et ce qu'il leur reste, c'est de s'inquiéter de leur futur. Alors, il est intéressant, l'auteur nous dit, de noter que le mode de fonctionnement des gens qui ont réussi à vivre dans le présent est toujours similaire. L'individu qui projette constamment sa vie dans le futur,
en cherchant à changer le monde pour le mieux, sera finalement très déçu en découvrant que le monde va assez bien. C'est ce que l'auteur nous dit. Et en fait, il se rendra compte qu'il est tel qu'il devrait être. Donc, c'est une peine perdue que d'essayer de changer les choses du point de vue, enfin de ce point de vue-là, en tous les cas, en étant dans une attente extérieure. Et l'individu, donc, qui fixe constamment son attention sur les vieilles injustices dont il a souffert, verra finalement qu'il ne peut pas changer l'histoire du monde. Lorsque le Bouddha s'assit sous l'arbre de la connaissance pendant 29 jours, à la recherche d'une réponse plus vaste à la vie, il comprit finalement que la clé de la vie est d'être. En projetant ses énergies dans le futur ou le passé, on perd déjà le sens d'un vécu dans l'ici et maintenant. Le moment présent, c'est celui où vous lisez ces lignes, où vous m'écoutez. Et plus vous réfléchissez aux moyens de corriger dans le futur les erreurs que vous avez faites par le passé, moins vous êtes dans le présent de cette phrase. Alors bien sûr, il y a des individus qui essayent de dépasser leur karma en corrigeant d'anciennes habitudes. Ça, on le fait tous. Et c'est de cette façon-là qu'on essaye de s'améliorer. Exemple, l'alcoolique qui surmonte son habitude de boire et prie, mon Dieu, aide-moi à tenir cette journée sans boire. Le fumeur, pareil, il va essayer de limiter sa consommation. Voilà, le point focal de l'ici et maintenant ne peut se centrer et être en harmonie avec l'expérience présente lorsque l'on fait référence à son passé. Et c'est ce point sur lequel l'auteur veut nous alerter. Il nous dit encore la voie par laquelle tout individu parvient à la maîtrise de soi passe toujours par la réalisation que trop de passé et trop de futur ne laissent plus assez d'énergie créative pour que le présent puisse s'exprimer dans toute sa spontanéité et sa plénitude. Voilà, pour que ça puisse respirer à l'intérieur de nous, j'ai envie de rajouter, eh bien, il faut laisser de la place. Et pour laisser de la place, il faut faire fi de son passé et faire fi de son futur. Alors, c'est pas toujours évident. En tous les cas, c'est sortir de ce qui nous amène à être dans une sorte de division, d'être séparés. Et si on reste dans le passé et dans le futur, on va rester dans cette division et dans cette séparation. Donc, dans le monde de la 3D. Donc on ne parviendra pas à installer le monde de demain dont on rêve tous. Peut-être qu'une des meilleures manières de comprendre ce qu'est l'ici et maintenant, nous dit encore Schulman, est de considérer l'attitude d'un écrivain lorsqu'il est en harmonie avec lui-même. C'est lorsqu'il écrit qu'il participe au processus créatif qu'il éprouve, un sentiment de joie et de créativité. Celle du lecteur apparaît plus tard, au moment où il prend part au processus, en lisant le manuscrit. Plus tard, on complimente l'écrivain sur son travail, mais il n'a plus grand-chose à en dire, car cela ne fait plus partie de son expérience présente. Prenons un autre exemple et considérons l'individu qui appréhende le futur et qui a suffisamment de regrets du passé pour qu'il ne puisse pas du tout voir le présent. C'est un petit peu la somme de beaucoup de personnes sur cette terre. Considérons encore le cas de l'étudiant en astrologie qui attend par exemple qu'un transit particulier améliore sa situation. Eh bien, un déséquilibre s'introduit dans les autres parties de lui-même car il n'utilise pas toutes les énergies disponibles dans le présent. C'est pourquoi l'étude des transits, de tous les transits sont extrêmement importants dans tout ce qu'ils composent. Pour vivre dans le présent, il faut savoir qu'il n'y a pas de temps, sauf celui dont on peut faire usage. Les questions et les problèmes dont la solution est cherchée dans le futur ont tendance à pousser l'individu vers une conception du temps dont il ne peut rien faire et qui n'existe pas. C'est pourquoi toutes ces réflexions ne peuvent lui apporter les réponses qu'il cherche, car plus il y réfléchit, plus il est hors du présent. Schulman nous dit qu'il y a des individus qui souffrent de dépression résultant de rejet ou d'échecs dans le passé, alors qu'ils n'existent plus, ou parce qu'ils croient pouvoir obtenir des résultats escomptés dans le futur, alors qu'il n'est peut-être pas là non plus et qu'il ne sera peut-être jamais là.
Alors, il est saisissant de constater qu'à propos des dépressions, chaque fois que l'individu a l'opportunité d'en parler à quelqu'un, il semble sortir de son état dépressif. Et bien sûr, et qu'il y retombe plus tard. Cela s'explique peut-être par le fait que qu'un auditeur, il écoute, il est dans le présent, mais dès qu'il n'a plus d'auditeur, il retombe vite dans ses anciens problèmes qu'il ne peut résoudre seul. C'est un peu comme si l'on désirait faire un dépôt d'argent dans une banque le dimanche. Ainsi, alors qu'elles sont toutes fermées, le désir d'agir échoue parce qu'on n'est pas dans le présent et qu'on essaye de forcer les portes de la banque alors qu'elles ne s'ouvriront que le mardi ou le lendemain. Ce qui se passe toute sa semaine et c'est simplement que on s'aperçoit qu'on n'est plus dans le bon temps. Ça va nous permettre de réaliser les choses. Alors je vous passe les autres exemples que Schulman nous indique, qui sont reliés à la vie quotidienne, mais je pense que vous avez déjà compris ce qu'il en était. Vivre au jour le jour est aussi difficile que cela puisse paraître, n'est que la première étape pour se rapprocher du présent. Ça ne suffit pas. La deuxième consiste à comprendre dans quelle mesure on vit chaque moment de la journée comme il vient. C'est de mesurer cela, aussi bien dans l'aspect positif que négatif. Et puis, si l'on pense à l'après-midi dans la matinée, ou à sa soirée, ou à la matinée durant l'après-midi, etc., et que le soir on repense à la journée écoulée, en prévoyant celle du lendemain, on n'est absolument pas dans le présent. Alors, on sait que nos journées, elles ont été réduites à un intervalle de perception, puisqu'on les a délimitées sur les 24 heures. Mais on peut se frustrer soi-même constamment en se projetant sur le futur ou en restant cristallisé au passé. Donc, l'auteur nous dit aussi qu'à l'intérieur de chaque instant présent, la joie qui est contenue ne nous est pas accessible. La sensation d'être bien là s'émousse car l'individu se laisse happer par le temps qui n'existe pas. Un musicien qui joue d'un instrument est bien meilleur lorsque son attention, ses facultés de coordination et tout son être sont concentrés sur la note qu'il est en train de jouer. Il est en fait un avec l'instrument. Mais dès l'instant où il se demande si ces notes seront perçues par son auditoire, il perd l'ici et maintenant. Alors il crée ainsi un décalage de temps. Et s'il perçoit un effet négatif sur son public, il ne fait plus un avec son instrument et commence à commettre des erreurs. On peut rapporter cet exemple à toutes les choses qu'on peut faire dans la vie. Hein. C'est aussi simple. Ça peut être la même chose avec un sportif de haut niveau. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup dans les matchs de foot. Beaucoup de joueurs talentueux manquent des occasions parce qu'ils savent que tous les regards sont rivés sur eux et qu'ils sont en attente aussi d'un résultat à donner. Donc, ce qui a tendance à provoquer du stress, bien évidemment. Alors, j'en reviens à Schulman, nous vivons dans un monde très vaste où beaucoup de choses se produisent dans de nombreux endroits en même temps. Bien sûr, les journaux, les médias attirent notre attention sur toutes les parties du monde, ou tout au moins certaines, chaque jour, et des bruits extérieurs parviennent à nos oreilles et arrivent à nous détourner l'attention de nous-mêmes. Ainsi, si l'on cherche à maîtriser le secret du temps sans maîtriser le présent, on passe à côté d'une bonne partie du présent. Schulman nous précise que l'esprit est une chose curieuse. Par l'imagination, on sait qu'il aime errer en permanence dans différents endroits. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui pense à une personne aimée, qui est loin de là. Prenons-en une autre qui, au cours de sa journée de travail, est en train d'imaginer où elle passera ses vacances. Ou encore une autre qui veut faire ses courses et demande dans quel magasin il y a les meilleurs soldes. Et bien dans tous ces exemples, l'esprit se promène dans des endroits différents et se soustrait à la spontanéité du moment présent. Les gens ont tendance à se surveiller mutuellement, nous dit l'auteur. Ils voyagent par l'intermédiaire de la poste, pensant à leur courrier, jusqu'à ce qu'ils aient la certitude que leurs lettres sont arrivées à destination.
Ils voyagent par téléphone et investissent l'esprit des autres jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que ce qu'ils ont dit a été accepté. On le voit avec les réseaux sociaux et la dépendance que cela peut créer. Pouvez-vous imaginer combien de personnes, de choses, d'endroits, d'idées peuvent encombrer l'esprit d'un individu à un moment donné? Voilà ce qui peut expliquer pourquoi la plupart des gens sont si exténués à leur fin de journée. Ils essayent de mettre trop de temps et de lieux dans chaque moment. Ils essayent de mettre trop de temps et trop de lieux dans chaque moment. Voilà, ça c'est quelque chose de très important pour notre santé du présent, mais de tous les présents. Le ici, maintenant et le moment où vous êtes à l'instant même, c'est aussi l'endroit où vous êtes en ce moment même. Si vous faites une peinture, le présent, c'est la touche du pinceau particulière que vous faites dans le moment. L'examen attentif des artistes, nous dit Schulman, les plus accomplis, montre qu'ils sont complètement oublieux de tout ce qui est extérieur à ce qu'ils font. Sans considération pour le travail, le jeu, l'occupation ou la tâche dans laquelle l'individu est impliqué, son présent doit être focalisé sur le moment où il s'investit dans ce qu'il fait. Mais il est aussi important qu'il se rende compte que l'ici n'existe que lorsqu'il n'essaie pas de vivre au travers des autres, mais plutôt qu'il reste en lui-même. Ceci est la seule source réelle de tout ce qui peut émaner de lui. La tendance de la plupart des gens de vivre à travers les autres est très forte. Ils se demandent toujours secrètement dans quelle mesure ce qui est donné et ce qui est reçu dans une relation se trouve en équilibre. Alors on s'accroche aux rêves des autres, on doit les vivre à leur place sans tenir compte de son propre présent à soi. L'auteur nous indique aussi que si l'on considère le monde comme un océan géant, dont chaque personne serait une goutte d'eau, combien petits et insignifiants sommes-nous? Et c'est vrai de rapporter ça. Cependant, chaque goutte d'eau est un modèle de l'océan tout entier. Une goutte d'eau ne doit pas être à un autre endroit ou dans un autre temps que celui où elle est. En revanche, elle peut se fondre harmonieusement dans le courant du moment présent. Même ceux qui vivent dans le présent et donc gaspillent moins d'énergie en perdant le sens du moment actuel et chaque fois qu'ils regardent en arrière pour juger de leur réussite, eh bien, tout ce qui existe dans le mental et qui n'est pas en rapport avec le moment exact et le lieu précis dans lequel se trouve l'individu ne sont que des distractions qui vont nous éloigner de la réalité du moment. Le sens de la vie, ce n'est pas seulement de faire évoluer l'âme, mais c'est aussi d'être heureux du déroulement du processus. C'est le chemin. Ce n'est pas le but, mais c'est le chemin. Donc la réalisation du karma est aussi importante que la destination. L'auteur nous précise aussi que quand on étudie l'astrologie ou pas d'ailleurs, on récolte les effets yin ou yang des pensées, des actes de nos incarnations antérieures. Alors bien sûr que ça ne fait aucun doute, aujourd'hui, pour la plupart, tous ceux qui ont voulu aller dans le sens de l'éveil ont assumé ces faits-là et ont assumé aussi les effets que cela a pu créer dans cette vie. Les principes et les enseignements zen, par exemple, ont pour but de nous enseigner à expérimenter le présent, car c'est la seule manière d'arrêter de donner du pouvoir au passé. Je trouve intéressant cette notion de arrêter de donner du pouvoir au passé. Et donc, pour ceux qui pratiquent la méditation, ça peut paraître une chose beaucoup plus facile, mais pour les autres, c'est déjà de prendre conscience de ce fait-là. Plus une personne se comptait dans des souvenirs, plus le passé déteint sur son présent. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc, elle risque de perdre l'essence même des bienfaits du présent. Voilà, c'est vraiment cela. Alors, suivant si l'on est satisfait ou mécontent de soi du fait des situations karmiques antérieures, on a tendance à mesurer sa propre bonté en fonction d'un concept de Dieu formulé par les autres, il y a des centaines et des milliers d'années.
Cela l'empêche de réaliser le Dieu vivant dans le présent, ce Dieu omniprésent, généreux et indulgent qui se moque de ce que l'homme a fait il y a des milliers d'années et qui se soucie davantage de ce qui se passe maintenant. L'astrologie étant un langage, nous dit l'auteur, c'est un des nombreux chemins permettant à l'homme de trouver Dieu. Je dis le mot puisque lui-même l'a écrit. Le problème a toujours résidé dans le fait que trop d'êtres humains considèrent Dieu comme une force extérieure à eux. Le résultat est qu'ils cherchent Dieu dans des choses matérielles, dans des situations, des gens, des événements dehors d'eux-mêmes. Ce faisant, ils quittent leur centre, le centre de leur être, et perdent l'essence même du présent, la réalité bien vivante que Dieu a à l'intérieur d'eux, installée pour les inciter à vivre quelque chose qui leur appartient. Et c'est l'un des plus grands services que l'astrologie a rendu, qui a été de briser ces barrières entre les religions, par exemple. L'astrologie enseigne qu'un individu est ce qu'il y a dans sa carte du ciel sans tenir compte de son sexe, de sa religion, de ses croyances. Parallèlement, le plus mauvais service qu'elle ait pu rendre a été de perpétuer le mythe que Dieu est en dehors de l'individu. Mais les astrologues spiritualistes prêchent qu'on devrait utiliser la carte du ciel pour évoluer dans le sens de ses aspirations. Mais comme toujours, nous sommes confrontés à l'ego spirituel qui ne détourne pas moins l'essence véritable de l'ego personnel. Alors, ce processus évolutif est toutefois naturel. Qu'on le désire ou non, qu'on y aspire ou non, le jeune arbre deviendra tôt ou tard un arbre adulte. Qu'un jeune plant le désire ou non, s'il le pouvait vraiment, il deviendra un arbre adulte le temps voulu. Un enfant grandit lorsqu'il est prêt sans qu'on puisse rien pour accélérer sa croissance ou l'empêcher. L'important dans la beauté d'un plant ou d'un arbre, d'un enfant ou d'un adulte, ne réside pas dans ce qu'ils deviendront, car c'est un temps qui n'existe pas encore, mais plutôt dans la fonction, l'essence même de leur présence et la richesse de quelque mesure que ce soit qui s'exprime à travers eux dans cet instant. C'est sur ce point que l'astrologie doit commencer à porter son attention, nous dit Schulman. Si tant est que, race et univers, nous voulons nous unir dans une unité éternelle dont l'existence nous est révélée à travers de rares et de fugitifs instants. Alors pour terminer, je dirais que ici, Schulman nous parle du point. Il y en a beaucoup qui parlent du point zéro, et c'est vrai que c'est le point zéro. Je pense aux ouvrages de Kishori Erd qui travaillent dans la thérapie des corps subtils et du corps physique avec ce point zéro. Le principe de l'EMDR est aussi fondé sur ce point zéro. Et puis en même temps, nous avons à comprendre que, et la kinésiologie aussi, mais nous avons à comprendre que justement, à travers ce point zéro, où nous devons nous revenir, hein, eh bien nous allons pouvoir retrouver notre centre et nous centrer. Et c'est dans ce laps de temps qui n'est pas pollué par le mental ou par des idées qui sont reliées au futur ou au passé, que dans cette neutralité, nous pouvons mettre en place une bienveillance envers nous-mêmes. Et cet instant magique, qui dure très peu de temps pour les personnes non habituées, mais cet instant magique qui n'est pas pollué par un faisceau de pensée, quel qu'il soit, lumineuse ou pas, eh bien, nous permet d'être un réceptacle pour recevoir l'énergie divine. Et c'est ça qui est important et qui me permet d'introduire le mot kéros. Kéros, c'est notre point de génie, notre point de rencontre unitaire, dans l'unité. Voilà comment je définirais Kéros. Kéros, c'est l'instant où tout peut émerger, l'instant où tout peut arriver, l'instant où nous ne sommes plus parasités par le passé, le futur, mais que nous sommes bien à ce que nous sommes et à ce que nous faisons, à ce que nous aimons, lorsque nous sommes reliés à notre authenticité et que tout va bien pour nous. C'est le point Kéros. Voilà, j'ai terminé pour ce deuxième chapitre. Je vous retrouve dans le chapitre suivant qui va s'intituler chapitre 3, l'horoscope et le présent. À tout à l'heure.
Le chapitre 3 de l'ouvrage se nomme L'horoscope et le présent. Schulman nous dit que l'horoscope, c'est-à-dire la carte du ciel, est composé de 4 éléments de base: les planètes, les signes, les aspects et les maisons. Il explique aussi que les planètes symbolisent des énergies. Les constellations dans lesquelles elles se trouvent colorent ces énergies, un peu comme le feraient des filtres placés devant des projecteurs d'une lumière blanche de cinéma qui transforme cette lumière blanche en faisceau lumineux de couleurs pour atteindre un écran, une scène. Alors, lorsque l'on connaît l'énergie émise par une planète, le signe dans lequel elle se trouve colore de façon subtile cette énergie en suivant sa propre couleur. Les aspects et les relations entre les planètes et les signes dans lesquels elles tombent peuvent être comparés à une série de projecteurs de différentes couleurs placés à des endroits différents d'un théâtre ou d'une scène. Les maisons, quant à elles, sont les champs d'expérimentation. Tous les astrologues sont d'accord là-dessus et ils symbolisent les expériences de vie extérieures à l'être intérieur véritable. Elles sont donc créées par le karma qui dépend beaucoup de comment on utilise sa volonté. Elles peuvent même être représentées sur une scène rotative sur laquelle les scénettes seraient jouées. Alors si quelqu'un se demande lequel des 4 facteurs astrologiques entre planète, signe, aspect, maison est le plus proche de la vraie nature de l'individu, il devra se rendre compte que les lumières d'un théâtre, leurs couleurs, leur emplacement et la scène rotative qu'elles éclairent ont tous des effets différents sur l'acteur, mais ne sont pas l'acteur. C'est pourquoi, par exemple, des personnes qui sont nées au même moment, c'est l'une des raisons en tous les cas, selon moi, sont nés au même moment avec le même thème, eh bien, ne vont pas avoir les mêmes vies. Donc, les planètes donnent la lumière, les signes dans lesquels elles se trouvent colorent ces lumières, et les aspects entre les planètes montrent les diverses influences, les nuances, les combinaisons qui atteignent l'artiste. Donc cette scène représente le cadre du décor dans lequel l'acteur, c'est-à-dire l'individu, le natif, va pouvoir jouer. Mais aucun de ces éléments ne parle du rôle de l'acteur parce que cela dépend entièrement de son propre choix, mais aussi de son karma. Le plus intéressant est que, suivant la pièce que jouera l'acteur, la disposition de la chaîne, pardon, oui, la disposition de la chaîne va changer, mais de la scène va changer. C'est pour cette raison que les maisons, les symboles de ces champs d'expérience de la vie, doivent être considérés comme extérieurs à l'être réel, car il ne fait pas de doute que, pour Schulman, selon lui, que Dieu a donné à l'homme la volonté et le pouvoir de choisir les expériences qu'il fera au cours de sa vie. Même s'il considère de nombreuses actions comme la résultante d'actions antérieures, on ne peut ignorer le fait qu'à un moment donné, dans le passé, des choix librement consentis ont créé un chemin karmique particulier. Actuellement aussi, des portes karmiques sont constamment ouvertes ou fermées en fonction des choix de l'individu. Et c'est là qui se situe dans notre présent en fait. Mais à partir du moment où, dès qu'un individu a choisi le genre d'expérience qu'il veut faire, si par exemple vous prenez la décision maintenant de faire un type d'expérience, eh bien il y a toujours une qualité à ce que vous allez produire qui va être différente et qui va être la résultante de ce que vous avez décidé. Donc la résultante qui va se situer dans les maisons extérieures va pouvoir vous donner un autre produit. Vous êtes l'acteur de la scène qui a essayé de faire partie de votre décor, qui se fondait à lui en essayant de jouer un jeu avec des accessoires, euh, des personnages, des situations variées. Mais d'après Schulman, Dieu ne demande jamais à l'homme d'être un acteur, simplement d'être, en fait. Et de nombreux poètes et musiciens d'une grande
sensibilité, nous dit-il, ont remarqué combien il est facile de vivre en dehors de soi-même, combien les distractions peuvent rendre difficile de vivre sa propre existence. Il nous dit encore, si l'on veut vraiment se rencontrer, il faut cesser de se regarder à travers les yeux des autres. Il faut jeter les miroirs et comme deux bougies qui brûlent en une seule, il faut laisser fondre l'excès de cire des impressions passées. Il faut cesser de gaspiller ses énergies en regardant à travers les yeux et les expériences des autres, qui eux-mêmes essayent constamment de faire la même chose. Ce n'est qu'en faisant cela qu'on peut devenir un avec soi-même. À cette fin, j'ai imaginé une nouvelle méthode pour monter une carte du ciel. Le but est de permettre à l'étudiant et à l'astrologue de voir les choses telles qu'elles sont réellement plutôt que comme des symboles subjectifs dans une vision déformée de la réalité. Alors très souvent, il nous explique qu'on voit des cartes du ciel avec un cercle zodiacal de 360 degrés, avec des maisons en partie égales, divisées en 12 maisons disposées à l'intérieur du cercle. Et sans vous montrer l'exemple visuellement, je vous dirais que Schulman, lui, préfère la domification avec les signes à l'intérieur et les maisons à l'extérieur, de manière à donner une carte du ciel qui va être beaucoup plus près de la réalité, des champs d'expérience qui seraient possibles de trouver. D'après lui, cette lecture, ce type de carte du ciel permet une lecture plus aisée et les raisons importantes font que elles sont en rapport directement avec les expériences des individus. Les maisons sont placées donc sur le pourtour de la roue zodiacale plutôt qu'à l'intérieur. Et elles représentent donc symboliquement les 12 champs d'expérience de vie qui sont en fait extérieurs au moi réel. Et ils replacent le moi réel à l'intérieur. Alors que dans les anciennes méthodes d'écriture des cercles zodiacaux, les maisons étaient dans le cercle intérieur, ce qui incitait à penser que l'on était totalement le produit de ces expériences, au lieu de mettre en valeur l'individu et son libre arbitre au niveau de son âme, et de dire que son âme peut choisir les expériences. C'est vraiment une grosse différence. Donc d'après Schulman, c'est à travers le monde extérieur que nous vivons les changements, les couleurs et le mouvement autour de nous, mais comme un peintre et sa palette, nous sommes libres de tremper notre pinceau dans les couleurs disponibles et de les mélanger ou de les superposer. C'est ainsi qu'on peut établir sa propre vie créative et personnelle. La peinture qui en résultera sera la touche finale, mais elle n'est pas due aux couleurs de la palette qui ne sont que des moyens qui nous permettent d'exprimer ce qui se trouvait là, en nous depuis toujours. Voilà, à maintes reprises, en rencontrant des personnes ayant fait l'expérience de transit dans certaines maisons de leur horoscope, et d'après nos connaissances, nous nous attendions tous à certains types d'événements, mais ce ne fut pas le cas. Et c'est là où on se dit, on ne sait pas lire les transits et on ne sait pas comment les interpréter. Alors cela se produit suffisamment souvent pour laisser la plupart des astrologues perplexes et les amener à conclure que l'effet astrologique du transit était juste ou pas, et que la personne était trop en désaccord avec l'univers pour le remarquer. Mais en fait, ce qu'il faut voir d'après Schulman, c'est qu'il y a une contrepartie de cette idée, et qu'il est possible que quelque chose chez de tels individus puisse se reconnecter ou reconnaître une puissance intérieure inhérente à un moi qui transcenderait les courants, qui serait capable d'agir de l'intérieur pour être, on va dire, imperméable aux changements extérieurs. D'après Schulman, il devient de plus en plus clair que chaque homme est le centre de son propre univers, et que plus il répond et plus il réagit à des forces qui lui sont extérieures,
plus il se perd dans des zones fluctuantes et dans des choses qui ne lui appartiennent pas, qui sont les univers fluctuants des autres. Il ne fait pas de doute que les planètes exercent une pression importante. Mais si quelqu'un en train de lire un livre perd le fil de ses pensées temporairement parce qu'il est distrait par le bruit d'une voiture qui passe dans la rue ou autre chose, un autre bruit, eh bien, nous devons envisager d'une manière nouvelle que comprendre les énergies planétaires ainsi que toute l'astrologie. Oui, excusez-moi, là, c'est pas très clair ce que je viens de dire. Oui, je tentais de dire que, d'après ce que Schulman avait écrit, que si quelqu'un se laissait distraire par le bruit d'une voiture, eh bien, il était distrait par l'extérieur. Et ce faisant, euh, en ramenant tout au centre par rapport au fait qu'on puisse partir de soi, on peut acquérir une nouvelle perspective qui fera donc de l'astrologie un meilleur instrument pour agrandir l'homme. L'être humain a fait le choix d'être lui-même ou son environnement. Les planètes, les signes, les maisons, les aspects symbolisent l'environnement de la pièce qu'il a choisi de jouer. Si un individu décide d'attendre pendant des années qu'un transit particulier lui soit favorable, que fait-il du reste de son horoscope pendant ce temps-là? C'est la question que Schulman pose donc dans ce chapitre. Et il dit que celui qui agit ou celui qui apprend à harmoniser les énergies qui sont contenues peut réaliser au mieux les potentialités qu'il représente dans l'ici et maintenant. Pour Schulman, la plupart des gens sont endormis dans une grande partie du temps, et chaque fois qu'une personne n'utilise pas le potentiel de sa carte du ciel, eh bien c'est sa carte qu'il utilise. J'ai envie de dire que cet exemple est également vrai dans tout ce qui nous concerne dans la vie. Si nous ne prenons pas notre pouvoir personnel, eh bien nous donnons notre pouvoir aux autres. Donc, l'homme doit se réaliser lui-même. Dieu lui a donné cette faculté. La partie divine qui est en lui émane de l'intérieur de lui. Et si l'on attend par contre que l'univers s'imprime sur nous, on perd non seulement le présent, mais on devient une simple fraction de la plénitude et de la richesse qui nous était destinée. Alors que peut-être, et là c'est moi qui l'ajoute, si nous prenons conscience que nous avons tout à embrasser dans l'univers et que nous pouvons prendre et nous servir par rapport à cela, les choses changent autour de nous. L'astrologie est un langage. C'est une des manières permettant à l'homme de rassembler ses forces afin qu'il ne rende pas responsable les circonstances extérieures, les autres, les gens autour de lui de son échec, à n'être pas tout ce qu'il pourrait ou ce qu'il aurait désiré être. Trop souvent, nous voyons des gens vivre dans l'ombre les uns des autres et devenir des appendices de l'ego des autres, par peur de trouver qui ils sont véritablement. Et cependant, ce n'est que par la découverte d'eux-mêmes, de leur soi véritable, sans subterfuge pour le masquer, qu'un individu peut trouver l'opportunité d'expérimenter la qualité vivante du présent, de son existence. Schulman nous dit encore, pour clore ce chapitre, que nous n'avons pas de karma avec les autres, seulement avec nous-mêmes. Nous n'avons pas de karma avec le temps, seulement avec la manière dont nous l'utilisons. Nous n'avons pas de karma avec l'espace, seulement dans la manière dont nous l'utilisons. La vie d'un homme s'épanouit ou s'effondre en fonction de sa perception et de l'usage qu'il fait de son présent. C'est tout ce qu'il a. S'il est incapable d'utiliser son propre présent, il fait usage de celui des autres. Il vit en dehors de lui-même et peut, en fait, apporter le bonheur aux autres, mais il ne goûtera jamais au bonheur complet à l'intérieur de lui. L'objectif le plus élevé de l'astrologie, pour Schulman, est d'abord d'aider chaque individu à comprendre son propre présent. Il y a un karma dans le présent, mais il est créé et résolu dans le présent. Cela se produit quotidiennement des milliers de fois lorsque l'individu pense à quelque chose et trouve des réponses par lui-même. En effet, il devient la loi de cause à effet à l'intérieur de lui. Il est l'acteur
est le spectateur, le créateur et l'observateur des lumières, les couleurs et le décor. Il est, en fait, le présent, puisqu'en réalité, il est tout ce qui arrive. Pour le comprendre, il doit comprendre ce fait universel essentiel. Soit on comprend la nature des planètes et on apprend à agir en utilisant leurs énergies, en accord avec le présent, ou alors on est utilisé par les planètes pour être n'importe quoi, n'importe qui, sauf l'acteur parfait au centre de sa vie.